Le face-à-face du jeudi 16 février avec Jean de Kervas-Doué, économiste de la santé, professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers, pour son livre « La santé à vif », éditions Humaine Science. Bonjour Jean de Kervas-Doué. Oui, bonjour. Alors nous sommes toujours, Jean de Kervas-Doué, heureux de vous recevoir parce que sur divers domaines, c'est vrai, je le disais avant qu'on prenne l'antenne, vous remettez les pendules à l'heure et vous essayez de ne pas être dans les passages floutés de la doxa officielle selon laquelle si on sort de ces panneaux de signalisation, on est vraiment dans la mécréance et dans le faux bien sûr, sinon dans le complotisme. Vous, écoutez, je rappelle simplement que vous avez été directeur des hôpitaux ministère de la Santé, vous êtes membre de l'Académie de Technologie, vous êtes professeur émérite au Conservatoire national des arts, vous êtes fondateur de l'école Pasteur-CNAM de santé publique, vous avez enseigné dans le... Je dis ça pour qu'on ne vous dise pas après, oui, mais alors de Jean de Kervas-Doué, vraiment, c'est pas possible ce qu'il dit. Eh ben, c'est possible ce qu'il dit, et vous venez de sortir un livre très roboratif qui remet vraiment les mots MOTS sur les mots MAUX, la santé à vif chez Humaine Science. Et alors, vous dites, au fond, on revient, et la santé, Dieu sait, sur ces 3 dernières années, on en a parlé sous toutes les coutures, ne racontons pas le narratif de Covid-19, on va en parler bien sûr, mais vous revenez à l'essentiel et on voudrait que... C'est quoi la santé selon la définition de l'OMS que vous donnez? En plus, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Jean de Kervas-Doué, expliquez-nous, au fond, remettez les mots à leur place. Oui, alors, je rappelle que, contrairement à ce que la stratégie formidable de la profession médicale nous a fait croire, c'est que santé et médecine ne sont pas des synonymes. La médecine, c'est pas la santé. Par exemple, quand on fait en médecine de la chirurgie esthétique, c'est de la médecine. Tout à fait. Mais ça contribue pas vraiment à la santé, ça peut même parfois lui nuire. Et en revanche, la santé, quand on regarde en quelques mots l'histoire du 19e et du 20e siècle, 35 ans d'espérance de vie au temps des campagnes napoléoniennes, comme au temps de l'Empire romain. D'ailleurs, au moment de l'Empire romain, on vivait plus vieux que sous Napoléon. Ouais. Voilà. Ouais. Certaines villes. La fin du 19e, 50 ans. Les années 40, qui nous intéressent l'un et l'autre, moi je suis né en 44, 60 ans. Et aujourd'hui, 82 ans. Or, la médecine a commencé à soigner, quand on élimine la vaccination, qu'à partir de 40-45. Avant 40-45, il y a l'aspirine, il y a la digitaline. 40-45, c'est hier, hein, ou voilà. avant-hier. Hein. Et quand moi j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'est-à-dire en 2070 aux États-Unis, à ma grande surprise, j'ai découvert que la médecine, l'impact de la médecine sur la santé commençait à être significatif, mais n'était que de 10%. Alors aujourd'hui, il a encore augmenté, mais il est de l'ordre de 30% parce que il y a des tas d'autres facteurs qui jouent sur la santé. Donc ça, c'est la première chose. Et on l'a bien vu au moment de Enfin, la médecine, quand même, juste pas. La médecine, quand même, ça aide à recouvrer la santé dans beaucoup de plus cas. Plus que ça. Ah, oui. Moi, je viens de bénéficier d'un quadruple pontage coronaire au mois de septembre. Ouais. J'ai les 2 yeux qui ont été opérés de la cataracte, enfin, etc. Mais comme me disait un de mes amis anglais, la vie est une maladie sexuellement transmissible, 100% mortelle. Donc, en général, ça se termine mal, quel que soit. Et d'ailleurs, c'est un paradoxe. Non, mais vous avez été reconstruit, cher Jean de Kervas-Doué. Voilà. Vous n'êtes pas déconstruit. Bien reconstruit. Mais les mots, comme vous le disiez en introduction, sont essentiels et on parle bien des choses si on ne les confond pas. D'ailleurs, on voit bien que pendant l'épidémie du Covid, les mesures de police, parce que c'est bien des mesures de police sur le port du masque, etc., bon, ça existe. Le confinement, etc., c'est des mesures de police, pas des mesures de santé. C'est ce que les mesures de santé publique, c'est pas des mesures de médecine. C'est ça, mesure, voilà, de santé publique. Alors, quelle différence? Alors, allons-y. Quelle différence? Parce que définition de l'OMS de la santé, c'est quand vous êtes dans un état parfait. La définition, dire qu'ils sont réunis pour dire ça. Donc, ça date de 1948. La santé est un état complet de bien-être physique, psychique et mental, et pas seulement l'absence de maladie. Alors moi, ça m'a toujours paru une excellente incitation à l'usage de drogue, parce que je sais pas vous, mais un état de complet de bien-être,
bien-être quelques années, quelques secondes, et pas toutes les années. Et puis comment on mesure ça? C'est quoi? Vous allez demander à vos auditeurs et à nos auditrices que vous écoutez, c'est quoi le bien-être? Chacun va juger différemment. Bien sûr. Donc moi, Chacun son bien-être, oui. Donc je pense que de faire croire qu'on peut être dans cet état de béatitude, si ce n'est avec l'usage de quelques drogues par lesquelles nous avons commencé, tout ça c'est se moquer du monde. En revanche, on peut bien mesurer la santé avec une donnée très très simple et qui a l'avantage de ne pas avoir de valeur. Alors c'est laquelle? C'est l'espérance de vie. C'est-à-dire combien de temps on vit. Alors ça se mesure à tous les âges, c'est très précis. Parce que selon les régions françaises, l'espérance de vie varie de 3 ans. L'endroit où on vit le plus vieux en France, c'est la Corse. Toutes choses étant égales par ailleurs. Ouais. Mais il y a une différence, bien entendu, entre les hommes et les femmes, dont on ne parle jamais, puisque nos compagnes vivent à peu près 7 ans de plus que nous. C'est différent. Voilà. Dans aucun pays au monde, les femmes vivent, c'est 4 ans et demi en Suède. C'est le pays où la différence homme-femme est la plus faible au monde. Et alors, on peut mesurer l'espérance de vie avec ou sans handicap, mais moi, je me méfie toujours ça, parce que qu'est-ce qu'on appelle handicap? Oui, alors, dites-moi juste un mot. Vous dites l'espérance de vie. Mais attendez, l'espérance de vie, si je vis à 4,20-4,25 ans, mais je vis très mal, enfin, je veux dire, je vis malade, est-ce que c'est vraiment intéressant? Non, mais c'est à chacun d'en décider. C'est-à-dire que moi, je ne pense qu'il n'appartient pas ni à la puissance publique, ni à nous, de savoir ce que les gens font de leur vie. Et je pense que la médecine nous donne des conditions de vie. Il y a des gens qui vivent heureux, vivent dynamiques jusqu'à 100 ans. Nous en avons connu, et des gens qui sont malheureux. Mais ça, c'est une autre dimension. D'accord. Alors justement, on va en parler après cette petite pause. On va continuer parce que c'est très intéressant. Vous avez fait un inventaire complet, vous avez tout mis sur la table dans cette santé à vif. On va continuer un peu à faire l'inventaire et ensuite on en parlera avec les auditeurs. Avec nos auditeurs, vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On vous attend sur Sud Radio. À tout de suite. Et la santé, elle aussi, elle est dans tous ses états, avec le livre roboratif et utile, très utile, de Jean de Kervasdoué, La santé à vif, paru chez Humaine Science, qui vient de paraître. Et, Jean de Kervasdoué, on a commencé à en parler. Alors, vous dites, attention, santé publique et médecine, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même domaine. Quand on donne des consignes de santé publique, ce ne sont pas les consignes de médecine. Expliquez-vous. Oui, c'est-à-dire que encore une fois, la médecine, c'est toutes les thérapeutiques, toute la chirurgie, toute la procréation médicale assistée, qui ont fait des progrès, notamment en France. J'espère qu'on en dira un mot, ce qui est absolument extraordinaire, l'évolution de la médecine depuis 20 ou 25 ans. Mais l'histoire des humains, et notamment des Occidentaux, ont augmenté parce qu'on a amélioré la qualité de l'eau. On a amélioré l'alimentation, donc on n'est pas mort de famine, pardon. Oui. On a commencé les vaccinations dans les années 30, inventées, je le rappelle, par un non-médecin, et d'ailleurs poursuivi par les médecins. Ça ne s'appelait pas l'ordre des médecins, mais parce que Pasteur n'était pas médecin. Il aurait été poursuivi, d'ailleurs. Bref. Et la médecine ne commence vraiment à être efficace qu'avec la découverte des antibiotiques, puis petit à petit beaucoup d'autres choses. Juste avant la guerre, il y avait le sulfamide, mais c'était pas très efficace. Enfin, quand on regarde l'histoire littéraire de la France et les morts de syphilis, parce que beaucoup de nos grands écrivains sont morts de syphilis au 19e, on voit qu'ils prenaient du mercure, des sels de mercure, des choses terribles. Tout a changé de ce point de vue-là, heureusement. Voilà. Mais dites-moi juste un mot, Jean de Kervasdoué. Est-ce que ça veut dire que quelque part, la santé publique a été, je ne dirais pas happée, je ne dirais pas monopolisée, par un peu les technocrates ou par un peu une administration par rapport aux médecins? Pas récent, c'est-à-dire que, encore une fois, alors ça c'est un phénomène général, c'est-à-dire que en France, l'État veut jouer un rôle de plus en plus grand dans ce domaine. Alors c'est une de ses responsabilités. Mais il va beaucoup trop loin, et notamment l'État a mis la main sur l'hôpital et essaye de mettre la main sur la médecine de ville, et ça marche pas. Alors Pourquoi parce qu'il le fait par des règles, et il n'arrive pas à distinguer son rôle qui est d'orienter
du rôle de gestionnaire. Et donc, c'est lui qui nomme tous les directeurs d'hôpitaux publics. Enfin, quand j'explique à un ami américain que le directeur du service de cardio de l'hôpital d'Avignon est nommé par un bureau à Paris, il me dit, ça marche ton truc? J'ai dit, pas toujours, et c'est très cher. Donc, dans tous les pays, c'est décentralisé. Et l'État n'essaie pas d'intervenir tout le temps, à tout moment. Alors, quand on revient à la santé publique, donc c'est son rôle, mais la question est toujours de savoir, et on le voit très bien dans les autres domaines qui nous réunissent tous les deux, qui sont notamment les domaines de l'écologie, jusqu'où interdit-on les néonicotinoïdes? Jusqu'où interdit-on les glyphosates? Quelle est l'évidence que le glyphosate est dangereux pour la santé ou pas? Et donc, la santé publique est toujours liberticide, sauf l'éducation pour la santé. Mais l'éducation pour la santé est quelque chose d'absolument nécessaire et qui, elle aussi, va mal, parce que nos enfants ne savent plus comment manger, parce qu'ils apprennent plus en famille, ils n'apprennent pas à l'école. Et donc, on a toutes ces idées absolument farfelues sur le bienfait des vitamines et des additifs alimentaires, et on ne sait pas que ce qui compte, en gros, c'est la nourriture traditionnelle familiale française, c'est-à-dire 3 repas par jour, avec des fruits et des légumes de saison, si possible en famille, et on mange ce qu'on a dans l'assiette et pas ce qu'on obtient en téléphonant au McDo ou à la pizza, du coup. Oui. Ou à Uber Eats, enfin, peu importe. Oui. Et en fait, alors donc, si j'ai bien compris, ce qu'on appelle santé publique, en fait, c'est une organisation, mais qui a laissé faire toutes ces dérives. Enfin, il n'y a pas eu... Non, mais qui les a créées. C'est-à-dire que la santé publique, alors, comme vous le savez, donc... puisqu'il y a une institution qui s'appelle Santé publique France, donc qui, au début de l'épidémie, on s'est aperçu qu'elle brûlait les masques, elle brûlait les masques de l'épidémie de grippe précédente, au moment où on cherchait des masques nouveaux. Donc les outils de la santé publique, encore une fois, c'est des outils de police inventés notamment à Venise par la République de Venise, où on voit que les costumes qu'avaient nos prédécesseurs pour lutter contre la peste ressemblaient en gros le nez d'oiseau en moins au port du masque qu'on avait pendant l'épidémie. Voilà. Ouais. En fait, on n'invente rien, on recycle, quoi. Oui, alors en revanche, non, ce qu'on a inventé, et ça c'est extraordinaire, c'est les vaccins en moins d'un an. Ça, c'est génial. Ouais. Mais oui, avec leurs effets, mais enfin ça c'est une autre discussion. Mais je veux savoir, alors l'hôpital pour vous, par exemple, aujourd'hui, vous dites quelque chose dont je voudrais parler, de l'hôpital et de l'économie. Vous dites, attendez, c'est très bien la prévention, etc. Mais la prévention, ça implique des investissements, et ça implique, vous dites, il faut rationner. Le mot de rationnement est absolument exclu. Comment rationner, c'est inégalitaire. Vous dites, on ne peut pas tout faire en même temps. Oui, alors non, l'idée, elle est simple et essentielle, mais comme elle va contre le sens commun, elle est cachée. Donc en médecine, il y a des mots du bien. Donc voilà, les infirmières sont toujours dévouées, la prévention est efficace, pas toujours. La prévention économise de l'argent, pas toujours, parce que quand ça marche, la prévention, les gens vivent plus longtemps et ça coûte plus cher. Donc il y a beaucoup de croyances de ce type-là, mais il y a des mots qui sont interdits et qui sont essentiels, alors, dont celui de rationnement. Alors, une raison simple qui va, tous nos auditeurs vont être scandalisés par la chose suivante. Supposons que y ait un accident de trottinette à Paris, malheureusement il y en a, qu'il y ait un homme jeune qui soit tué. À ce moment-là, on va chercher, et pour de bonnes raisons, à prélever ses reins et son cœur pour faire des transplantations. Ça, c'est la loi française. On va poser des questions à la famille. Bon. Mais supposez que je dise, on va mettre aux enchères ses reins et ce cœur, ça vous scandalise autant que moi. Absolument. Donc, il y aurait que les plus riches qui auraient droit aux transplantations. Donc il n'y a pas de marché pour la santé. Il n'y a pas de marché. Et heureusement. Et heureusement. Ouais. Donc moi je me bats. Et donc,
Vous savez, j'ai eu un passé, j'étais le premier conseiller et le premier directeur des hôpitaux de Pierre Mauroy, donc je suis pas vraiment à l'extrême droite, donc ça a beaucoup changé depuis, mais enfin bref, notamment les partis socialistes, mais donc je me suis toujours battu pour défendre la protection sociale. Toutefois, à partir du moment où on n'a pas de mécanisme de marché, vous avez non pas des prix, mais des tarifs, qui pour les médecins de ville sont très bas, 25 euros. 25 euros, oui. Oui. Vous avez des tarifs pour les consultations hospitalières, et la question que l'on se pose, c'est comment transfère-t-on l'argent que nous cotisons à l'assurance maladie aux hôpitaux ? Par quel mécanisme, si ce ne sont pas des mécanismes de marché. Or, ce sont des mécanismes de rationnement physique. Donc, ça s'appelle le numerus clausus. Ça s'appelle l'autorisation quand on n'a pas le droit d'ouvrir une pharmacie en France. Une chose rigolote, d'ailleurs, en 1941, il y en avait déjà 2 fois plus de pharmacies dans le sud de la France que dans le nord. Et en 2023, il y a toujours 2 fois plus que dans le nord, bien malgré la réglementation. Mais enfin, moi, je ferme la parenthèse. On a demandé une autorisation pour un scanner, une autorisation pour un lit d'hôpital, et bien entendu, les budgets, ils sont pas infinis. Oui, donc on débat au Parlement de ce qu'on appelle l'ONDAM, et cet argent, ensuite, il est redistribué. Donc il importe de parler de ça pour pouvoir améliorer les mécanismes actuels qui ne sont pas bons. Et alors, ces mécanismes actuels qui ne sont pas bons, effectivement, et on voit bien, enfin, vous avez vu les 20 000 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés, vous avez bien l'ARS et beaucoup de médecins qu'on reçoit ici, les presque 30% administratifs par rapport aux médecins dans les hôpitaux. Alors merci, parce que ça me permet de corriger 2 erreurs souvent reprises. Alors, commençons par la dernière. 30% administratif, c'est faux. C'est simplement, on confond le personnel administratif et le personnel non médical. Or, les hôpitaux sont des hôtels. Donc dans les hôpitaux, il y a des blanchisseurs, il y a des cuisiniers, et voilà. Et donc c'est une erreur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même, ça, je conçois tout ça et votre correction est bienvenue. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas trop d'administratifs quand même? Non, il y a trop de règles et pas assez d'administration. C'est paradoxal. Trop de règles. Et pas assez d'administration, pas assez de gestion. Il y a trop de règles, c'est-à-dire on dit voilà, les infirmières ont le droit de prendre le café, le premier à 7h, 2h à 9h30, à condition qu'ils soient décaféinés. Enfin, c'est fou. Sur la seule sécurité, il y a 46 règles. Donc je m'occupe beaucoup d'un hôpital à Paris. Et donc en me baladant dans les couloirs, je reçois les portes ouvertes et en général calées sur la figure. Alors je dis au type qui s'occupe, qu'est-ce qui se passe? Il dit on a la visite des pompiers cet après-midi. Donc parce que les pompiers, pour les pompiers, sont fermés. Mais pour la vie, tous les jours, elles doivent être ouvertes, parce qu'on passe des malades, des chariots, des machins, etc. Donc vous noyez donc il y a quand même une bureaucratie, là. Il y a surtout une bureaucratie, mais qui est absurde. Alors, parce que la différence entre l'administration et la gestion, c'est que dans l'administration, on applique des règles. Dans la gestion, on essaie de joindre ensemble des objectifs. Bien sûr. Et on pourra parler des infirmières tout à l'heure. Donc ça, c'était la première chose que vous me... la deuxième chose que vous me disiez. La première, je l'ai oubliée dans les lieux... Non, la première, c'était... mais on va en reparler après cette petite pause. Tout de suite. On va revenir là-dessus. Et vous avez la parole sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Jean de Carvaz-Douai et son livre « La santé à vif ». À tout de suite sur Sud Radio. Oui, la première question que je vous posais, Jean de Carvaz-Douai, là, juste avant de parler de la pause, c'était effectivement, vous savez, cette question des hôpitaux. Alors, on constate 2 choses quand même. 20 000 suppressions de lits d'hôpitaux en moins de 2 décennies. Et puis, le manque de personnel, quand même. On le voit, il y a quand même une absence. Encore une fois, j'avais un témoignage hier encore d'une psychiatre qui travaille dans 2 hôpitaux. Alors vous dites, justement, dans la pause, vous disiez, c'est pas un problème de liste, c'est un problème effectivement de personnel. Oui, alors, et c'est un problème grave qui s'amplifie, curieusement, d'ailleurs, depuis la fin de l'épidémie.
Il manque dans beaucoup d'hôpitaux, moins en région parisienne, à peu près 10% d'infirmières, ce qui est considérable. Et parce qu'aujourd'hui, on règle le programme opératoire sur la capacité qu'a le service de réanimation de prendre en charge les malades la nuit. Et ça dépend du nombre d'infirmières horaires. Alors, non, ça nous permet d'expliquer à nos auditeurs un phénomène très très profond qui explique beaucoup de choses. Et c'est assez simple à dire, mais en deux mots, voilà ce qui s'est passé dans le monde. La médecine s'est spécialisée. Il est publié aujourd'hui 700 000 nouveaux articles médicaux sérieux par an. 700 000. Voilà. Alors, je vous passe sur le fait que la déontologie médicale fait l'hypothèse que les médecins les ont lus, c'est 700 000 articles, donc ça c'est ce qui est encore écrit, ce qui est assez ridicule, mais les conséquences sont nombreuses, et la plus importante qui a à voir avec la question posée, c'est quand André et moi sommes nés, donc au début des années 40, il y avait des chirurgiens. Puis... Ben, il y a toujours dans les années 60, il y a eu des orthopédistes. Et maintenant, il n'y a plus d'orthopédistes. Il y a des spécialistes de la main, des spécialistes du genou, des spécialistes de la hanche, des spécialistes du pied. Et je voyais en Thaïlande un chef de service d'un hôpital. Je disais, vous, qu'est-ce que vous êtes? Il m'a dit orthopédiste. J'ai dit, mais encore, je suis spécialiste de l'épaule. Je lui ai dit la droite ou la gauche. Il s'est marré, mais vous allez voir, les conséquences sont énormes. C'est-à-dire que pour faire fonctionner un service d'orthopédie aujourd'hui, il ne faut pas un orthopédiste. Il faut un spécialiste de la main, il faut un spécialiste du genou. Mais pourquoi cette hyper spécialisation quand même? Parce que c'est lié à la manipulation des techniques, c'est lié au savoir. Il y a un de mes amis qui est un grand chirurgien, pas seulement parce qu'il mesure 2,10 m, là, qui est Brice Gaillet, qui est un type formidable. Eh bien, Brice s'en va, grand spécialiste de la chirurgie viscérale, il est remplacé par 3 chirurgiens. Ouais. Un spécialiste du foie, un spécialiste du côlon, etc. Alors, ça veut dire que, contrairement à ce qu'a dit Mme Bachelot, contrairement à ce qu'a dit Mme Touraine, contrairement au rapport qui ont dit on garde ouvert dans des hôpitaux moyens des services d'urgence alors que derrière il n'y a personne, c'est scandaleux. Donc comme personne n'a eu le courage de dire aux gens, écoutez, il vaut mieux faire 50 km et de trouver un service où vous allez avoir quelqu'un derrière l'urgence plutôt que d'aller au service d'urgence, de vous faire 3 machins et de vous remettre dans une ambulance et de vous reconduire. Alors donc on a beaucoup trop d'hôpitaux en France qu'on a hérité, parce que les hôpitaux publics en France, c'est les pauvres avant la guerre de 40. Oui, ça vous le racontez dans votre livre. Voilà. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, à Nevers, j'entendais ça, on essaye de faire venir par avion tous les matins de Dijon des anesthésistes pour pouvoir opérer. Donc on maintient avec des gens qui viennent faire des vacations d'1 ou 2 jours, des services. Donc vraiment, pour tous les gens qui nous écoutent, la règle et le conseil que je vous donne, allez dans les hôpitaux ou dans les cliniques, voir des médecins qui traitent souvent le mal que vous avez. Oui, mais alors ça implique effectivement de faire quelques distances. Oui, mais enfin, de toute façon, on n'est pas suivi par une voiture du SAMU. Donc, malheureusement, quel que soit l'endroit où on est obligé de faire des distances. Bien sûr. Mais moi, je me souviens, mon vieux père, là, qui est mort depuis, mais qui avait un problème sérieux en Bretagne au mois d'août. Comme je connaissais un peu la carte hospitalière, finalement, il y avait beaucoup de services fermés, j'ai ramené à Paris. Je comprends. Oui, mais alors attendez, pour ceux qui peuvent, c'est bien, Jean de Gavasdoué, mais pour ceux qui ne peuvent pas, je m'explique. Comment il se fait qu'on a laissé faire, parce que vous dites très bien, attends, l'épaule droite ou l'épaule gauche, quelqu'un celui qui fait la main peut faire le pied quand même, faut pas exagérer. Oui, mais de moins en moins le cas. C'est de moins en moins, non, tous les orthopédistes font des prothèses de hanche. Mais les services de la main, non, sont des services très spécialisés. Et le pied, c'est très compliqué. Bon, mais au-delà, alors parlons quand même de personnel infirmier, soignant, etc. Ça manque cruellement. Oui, alors ça, pour des raisons nombreuses et anciennes. Alors, d'abord, elles ont quand même beaucoup augmenté, parce qu'on est passé de 150 000 infirmières à 760 000 entre 70 et aujourd'hui. Alors, la population française, elle a augmenté de 50%. Oui, sauf que ça rebaisse. Mais on n'a jamais donné de carrière aux infirmières. Donc la manière pour une infirmière
changer, c'est de faire un autre métier. On appelait ça autrefois des surveillantes, aujourd'hui ça s'appelle des cadres. Et on ne les paye pas comme il faut On les paye pas bien, relativement, et elles n'ont pas de débouché. Alors il y a une idée qui est celle d'avoir des infirmières de pratique avancée, c'est-à-dire, c'est un nom assez nul, mais d'avoir entre les infirmières et des médecins des bacs plus 5, et ça va être la solution, parce qu'il faut que nos éditeurs se rendent compte que ça va mal, mais ça va aller encore plus mal. Alors, pour une raison très simple, c'est que les gouvernements passés et actuels ne prévoient pas la mise dans l'âge de dépendance de la génération du baby-boom. Alors, en politique sociale, il y a 3 âges importants. Il y a l'âge de la retraite, dont nous ne parlerons pas. Oui. Et il y a 70 ans, qui est l'âge moyen à l'hôpital. Et il y a 83 ans, entre 83 qui est l'âge de la dépendance. Oui. Bon. Or, la génération du baby-boom, elle commence en 47. Elle arrive dans l'âge de la dépendance. Ouais. Et qui va les soigner ? Alors qu'on a formé très très peu de médecins dans les années 90. Donc la situation... Mais s'oblige et compagnie. Oui, un sacré tableau contrasté. Et vraiment, lisez le livre de Jean de Cavasdoué. Ça vous donne vraiment une mesure du tableau. Et on ne peut pas dire que ce soit le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Mais enfin bon, on peut améliorer. Lucien, est-ce que nous avons des auditeurs ? Nous avons beaucoup d'auditeurs et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Et on commence avec Julien du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Bonjour mon cher André, bonjour à votre invité. Mais écoutez déjà André, pour le bien national et le bien commun, j'espère que vous aurez la meilleure santé possible parce que je peux vous dire qu'on a sacrément besoin de vous. C'est gentil. Et parce que ben oui, non, mais attendez, c'est sincère. Je peux vous dire que beaucoup de gens, je vois d'ailleurs, on parle de votre émission de plus en plus. Je pense que vous devez faire jalouser la classe journalistique parce que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, je vous le dis très clairement, c'est que on a Macron lui-même, Monsieur Macron, qui a déclaré à la presse de son aveu lui-même il y a quelque temps qu'il était dans une dépression très grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même qu'on est dirigé par quelqu'un qui nous envoie à la guerre et qui nous dit lui-même à la presse qu'il est dans une dépression très grave. Alors, de deux choses l'une, ou bien il est réellement dans une dépression très grave, mais dans ces cas-là, ça ne dure pas quelques semaines, ça dure plusieurs années. Ouais. Mais là, alors il nous raconte des salades, et bien dans ces cas-là, ça veut dire qu'on a affaire à un mythomane. Alors Julien, on ne va pas soigner le cas Macron ici. Non, mais je tiens à le rappeler quand même. Non, je comprends. Non, mais je voudrais qu'on revienne justement. Tout à fait. J'allais justement y venir rapidement. Allez-y Julien, moi, et merci pour ce que vous dites. Oui. Par rapport à ces soignants, rappelons toujours une fois encore que la France est le dernier pays à n'avoir toujours pas réintégré les non-vaccinés, ce qui est un non-sens. On est les derniers, mais qu'est-ce qu'ils attendent ? Que fait l'opposition ? Moi, je suis désolé de le dire, on a aujourd'hui des gens qui sont en très grande souffrance dans les hôpitaux parce qu'on les maltraite faute de personnel. Que fait-on ? Et ça rejoindra ce que vous disiez avec votre invité sur la santé qui est complètement marchandisée avec l'argent qui est dilapidé. On voit bien qu'on n'a toujours pas d'informations, vous le disiez en début d'émission, sur les SMS de Madame van der Leyen et tous ces contrats mirobolants. Mais bon sang de bonsoir, mais que fait la NUPES, que fait le RN ? Mais ils ont piscine, ou alors c'est de l'opposition de connivence pour faire continuer ce système politique tel qu'il est. Il faut la récréation, ils jouent au ballon et à savoir qui va aller plus loin que l'autre. Non, mais attendez André, voilà, c'est très grave et moi j'aimerais que les Français se réveillent sur la vraie opposition, celle qui essaie de se bouger et qu'on muselle dans ce pays. Vraiment, je dis aux Français, réveillez-vous, parce que là c'est trop grave, la santé c'est un sujet extrêmement grave. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors, Jean de Cavasdoué, par rapport, Julien a dit beaucoup de choses, et effectivement, il a abordé des problèmes que beaucoup se posent, mais je voudrais parler de quelque chose, vous en parlez dans votre livre, la marchandisation de la santé. Je voudrais en parler de ça. Oui, alors, si vous voulez, elle est mondiale. Oui, elle est mondiale, ça c'est clair. Et il y a certaines entreprises pharmaceutiques qui prennent en otage les systèmes de sécurité sociale du monde. Alors ça s'est vu il y a quelques années récentes, donc découverte d'un médicament très efficace pour certains types d'hépatite. Alors, les prix sont libres aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en France, nous, on a des tarifs, c'est-à-dire c'est la Sécu qui définit, voilà. Alors qu'aux États-Unis, c'est libre. La dose, $82 000. La dose ? Oui. $82 000 ? Oui. Ah, donc c'est réservé, c'est pour Bill Gates, c'est Soros. Vous savez comment le Sénat américain s'en est aperçu ? Oui. C'est pas mal, ça. C'est que
la santé des prisonniers, et Dieu sait qu'il y en a aux États-Unis, il y en a 7 fois plus que chez nous, à la population égale, est prise en charge par le budget fédéral. Et ils se sont aperçus qu'avec ce médicament, au mois de mai, il n'y avait plus un sou, parce que les prisonniers sont souvent drogués, sont souvent alcooliques, etc. Oui, donc l'hépatite. Voilà, donc l'hépatite circule. Et à ce moment-là, ils ont commencé à s'énerver. Donc ils ont fait, comme souvent, un excellent rapport sur ce sujet. Donc la société Gilead, puisque c'est son nom, avait acheté Gilead, oui, avait acheté. C'est eux le remdesivir à propos. Ouais, c'est ça. D'illustre mémoire. Ouais, c'est ça. Et ils avaient acheté pour 11 millions de dollars une entreprise qu'ils ont remboursée en un an. Ensuite, ils ont essayé de vendre ça à 41 000 $, donc à Madame Touraine, qui a accepté, mais en rationnant au début, en rationnant ceux qui y avaient accès. Les Italiens l'ont eu pour 3 000 $, et à 900 $, l'entreprise gagnait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, vous voyez apparaître aujourd'hui des médicaments pour certaines maladies rares qui vont changer la vie des gens et lever un handicap. Il y en a 2 que j'ai en tête, un à 2 millions de dollars et l'autre à 2,4 millions. Bon. Ouais. Donc enfin, ça arrive à la caricature totale, mais on voit très bien. Non, mais le vrai problème, c'est, écoutez, on en parlait avec Virginie Joron quand même, la non-transparence, disons l'obscurité absolue, le brouillard absolu sur la manière dont on achète les vaccins ou les médicaments. Encore une fois, je ne parle pas du fond de vaccin ou pas vaccin, mais c'est hallucinant quand même qu'on ait cette opacité absolue sur les négociations et sur les prix. Là, il s'est produit un phénomène nouveau. C'est que, et là, j'ai pas suffisamment de données pour avoir un avis, sinon éclairé, du moins informé, puisque ça a été une négociation globale européenne qui a négocié comment, etc. C'est pas comme ça que ça se passe d'habitude en France. D'habitude en France, il y a une autorisation de mise sur le marché. Non. Ensuite, l'entreprise demande à l'assurance maladie un tarif, et à ce moment-là, elle vend ou elle vend pas. Dans quelques fois, elle ne vend pas. Oui, donc, bon. Mais ça a été au mépris de toutes les règles. Et alors donc, mais l'industrie pharmaceutique, alors donc moi j'ai eu pendant ma vie, j'ai fait pas beaucoup d'activités de conseil, mais j'ai très très rarement travaillé pour l'industrie pharmaceutique, qui est une très grande industrie. On l'a vu avec les découvertes de vaccins, mais c'est aussi une industrie très corruptrice. Oui, c'est clair. Très corruptrice, on l'a vu aussi. C'est une industrie très corruptrice. C'est bon, l'affaire du Mediator, l'affaire de... Bon, bref. On l'a vu. Donc, ça n'empêche pas une fois encore, qu'elle soit de grande qualité. Mais... Juste le mot, au-delà des... Est-ce que la marchandisation de la médecine est inéluctable? Parce qu'on dit la santé... Mais elle l'est moins, mais elle l'est moins qu'en France, et dans la plupart des pays au monde, d'ailleurs, parce que les États-Unis sont vraiment une exception. C'est-à-dire que la règle dans le monde, y compris en Asie, et en partie aux États-Unis, puisque c'est pas une parenthèse, j'ai une amie une dizaine d'années qui me dit, écoute Jean, je suis content d'avoir 65 ans. J'ai dit, très bien ma chérie. Et moi, je dis, parce que je vais rentrer dans le système d'assurance maladie publique, Medicare. Après 65 ans, c'est ça. Et alors, je lui dis, mais tu payais combien? Donc elle avait aucune séquelle, enfin aucune particularité. Elle payait de cotisation maladie par mois $1 900. $1 900 par mois. Donc les Français n'ont aucune idée de ce que ça peut être. Donc la plupart des pays ont des systèmes d'assurance maladie. Et on a besoin de l'industrie pharmaceutique parce que je me souviens avoir dit ça à Hanoï, les pays soviétiques et communistes n'ont jamais, je mets à part la Chine, n'ont jamais découvert une molécule. Jamais. Et alors, c'était du temps des communistes, donc ma traductrice me dit, monsieur, je dois traduire. Enfin, je lui dis, écoute, dites-moi que vous m'avez posé la question. Bon, mais donc, voilà. Donc, on est obligé de gérer et de discuter dans des situations difficiles
mais en même temps, on peut dire qu'ils ont changé d'une certaine façon l'humanité, et d'ailleurs pas seulement la pharmacie, mais énormément de techniques diagnostiques, ce qui est en train de se découvrir en radio. Ce qui se passe, bien sûr, bien sûr. Mais il faut faire très attention à cet instinct de corruption qui est quand même là, et très fortement. Lucien. Une rapide page de pub et vous continuerez à avoir la parole, chers auditeurs, au 0826 300 300. On ira à Lourdes pour écouter Loïc. À tout de suite sur Sud Radio. 13h50 sur Sud Radio. Vous êtes bien dans le face-à-face avec Jean de Kervasdoué et vous avez la parole au 0826 300 300. Et on accueille Loïc de Lourdes. Bonjour Loïc. Bonjour Loïc. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité, aux auditeurs. Moi j'aimerais parler vite fait sur la santé parce que c'est quand même un problème qui est assez central et j'aimerais vous prouver vite fait, si je peux, que nos élites ne veulent pas qu'on soit en bonne santé. Alors, déjà on commence par la nourriture. La nourriture de maintenant est remplie de carences en oméga 3. Les oméga 3 sont bonnes pour les connexions neurologiques. Donc déjà cette nourriture qui est remplie de pesticides en plus. Moi par exemple je suis livreur, je livre les agriculteurs en pesticides, en produits très dangereux, les CMR, cancérigènes, mutagènes, reproductifs. Et qui c'est qui fabrique ces pesticides? Ce sont les mêmes qui nous fabriquent les médicaments derrière. L'entreprise pharmaceutique est une entreprise des plus lucratives au monde. Et à l'époque du capitalisme, penser que ces gens-là veulent nous maintenir en bonne santé, alors qu'on n'est que des consommateurs, pour aussi des consommateurs de médicaments. Voilà, ça va pas ensemble. Ensuite, l'eau. Notre corps, le corps humain est constitué de 80% d'eau. Bizarrement, dans l'eau qu'on a dans le robinet, l'eau est remplie d'eau de javel et de métaux lourds. On ne va pas rentrer dans les détails, je laisse les gens vérifier par eux-mêmes. Donc la qualité de l'eau qu'on ingurgite à longueur de journée, si elle est de mauvaise qualité, comment notre terrain, notre microbiote peut être en bonne santé? C'est très compliqué. Ensuite, le sommeil. Le sommeil, les gens ont un sommeil de très mauvaise qualité. Et puis ensuite, pour revenir à la nourriture, on est ce que l'on mange. Donc si on mange de la nourriture trop grasse, trop sucrée, trop salée, eh bien on n'est pas en bonne santé. Et d'ailleurs, le sucre qui nourrit les cellules cancéreuses, en plus de ça, qu'est-ce qui fait le sucre? Donc vous dites qu'aujourd'hui, on est dans un système marchand qui en fait détruit la santé pour mieux après trouver des médicaments qui vont corriger la chose. Exactement. Si je peux faire une dernière parenthèse. Si je peux faire juste une dernière parenthèse. Allez-y Loïc, parce que beaucoup d'auditeurs. Allez-y. Très rapide, ouais. Juste pour prouver ce que je dis, rien qu'on en revient aux masques. Les masques qu'on nous a vendus pour nous protéger d'un virus respiratoire, quand on prend deux enfants d'un âge différent, par exemple, je vais vous poser une petite question très rapide, on prend deux enfants d'un âge du même âge dans deux familles différentes. Une famille qui est hypocondriaque et une autre famille qui est une famille normale, que les parents travaillent, il y a des animaux à la maison, c'est pas toujours propre. Lequel enfant aura les défenses immunitaires les plus puissantes quand il grandira? Celui qui a les enfants. Celui qui est sale. Celui qui est sale, absolument. C'est vrai. En 2 ans, ça a baissé les défenses immunitaires de tout le monde. Donc on nous a fait croire qu'on voulait notre santé, alors qu'en fait, c'était l'autre côté qui était fait. Je comprends Loïc. Alors oui, monsieur. Bon, vous avez attiré notre attention sur un sujet sérieux que je connais bien. Et si ça vous intéresse, vous avez dans mon livre un chapitre entier qui est consacré à ça et dont le titre s'appelle « Complexité ». Alors, les questions d'alimentation sont des sujets complexes, mais commençons quand même par les bonnes nouvelles. Nous continuons à gagner des années d'espérance de vie, puisque depuis 1980, on a encore gagné 10 ans. Depuis que je suis né, on a gagné 22 ans. Et pour parler de la Chine, qui est un pays qui était très pollué, quand ils ont commencé à s'alimenter correctement, ils ont gagné 37 ans d'espérance de vie en 50 ans. Donc si vous voulez, on ne peut pas être aussi catastrophique que vous l'êtes. Par ailleurs, il y a quelque chose que vous sous-estimez, qui est que les plantes naturelles produisent tous des toxines et que ces toxines sont très importantes en quantité, c'est 1,5 g par jour, et qui sont de même nature que les produits phytosanitaires qu'on utilise pour lutter contre les pesticides. Alors, mettez-vous bien, soyez persuadés que il n'y a pas d'agronomie sans produits phytosanitaires. Il n'y a pas d'agriculture sans pesticides. C'est complètement un rêve. Et la question est de savoir si ces produits sont toxiques.
comment ils sont toxiques, parce que vous savez, il est en train de se produire un drame en France dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais c'est que pour la première fois peut-être, la balance des paiements agricoles de la France sera négative cette année du fait des interdictions que nous faisons à nos agriculteurs d'utiliser toute une série de produits. Le débat sur les néonicotinoïdes, le débat sur le glyphosate que André le sait bien, puisqu'on en a débattu ensemble, est un débat que je connais un peu. Donc, si vous voulez, il ne faut pas tomber dans une caricature. Et on doit, comme toujours dans la vie, arbitrer entre des risques relatifs. Mais croyez, ceux que nous courons ne sont pas ceux que vous dites. En revanche, dans les choses que vous avez dites, et je suis d'accord avec vous, l'évolution, non pas des aliments, mais de l'alimentation est très inquiétante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne mange plus des repas en famille, les repas sont très déstructurés, et ça a des conséquences sur l'obésité, beaucoup plus que des traces de pesticides au milliardième de grammes. Donc, oui, ce que vous dites, c'est, bon, vous dites, il faut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, et pas effectivement se tromper. Cela dit, on a un vrai problème, mais vous avez raison de rappeler l'espérance de vie et comment cela a évolué. Juste un mot, Jean de Kervasdoué, parce que je crois qu'on n'aura pas le temps là de prendre un auditeur, malheureusement, et vraiment on vous remercie d'appeler comme vous appelez. Après, c'est une question, hélas, de durée et d'horaire. Juste un mot. Vous êtes aujourd'hui, à l'heure où on parle, à l'heure de ce qui s'est passé, on ne va pas revenir sur le narratif Covid, vous êtes optimiste ? Pourquoi ? Pour moi, pour la société, pour la France. Pour vous, après, vous avez parlé de vos 4e pontages, vous êtes sortis, bravo. Mais pour effectivement, non, pour l'évolution du système. Non, par rapport à la protection des citoyens. Non, je pense que, si vous voulez, nous payons les non-décisions de ministres et il faut remonter jusqu'au moins un quart de siècle. Bon, Monsieur Douste-Blazy, pour ne pas le nommer, qui en 2002 a arrêté l'obligation de garder astreinte. On va essayer aujourd'hui de revenir sur l'obligation de garder astreinte des médecins de ville. Sur les ministres qui donnaient... De garder astreinte. C'est ce qu'on appelait les gardes et astreintes. Les médecins, ils étaient obligés de faire un tour de garde et astreinte pour assurer la permanence des soins. Vous avez donc des hôpitaux dangereux qui n'ont pas été fermés. Vous avez, et surtout, quand vous voyez la politique de santé depuis un demi-siècle, vous voyez qu'on a parlé en fait qu'un seul sujet, qui est le fait de payer, pas payer, le ticket de modérateur jusqu'au rembourse. Mais on n'a jamais parlé de l'organisation de la médecine de ville, on n'a jamais parlé de l'organisation de l'hôpital, on n'a jamais parlé de la coordination des soins, et vraiment, il y a des gens qui aujourd'hui ont énormément de mal à avoir des rendez-vous avec des médecins et des spécialistes, et tout ça est dramatique. Est-ce que ça va s'arranger demain? La réponse est non, pas demain. On ne sait pas encore pour le reste. En tout cas, du pain sur la planche. En attendant, lisez vraiment la santé à vif, parce que ça vous donnera en tout cas beaucoup de vivacité déjà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'être toujours aussi nombreux à nous appeler au 0826 300 300. C'était le face-à-face avec Jean de Kervasdoué, économiste de la santé, pour son livre La santé à vivre, édition Humaine Science. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.